Hey salut les gars, bienvenue dans un autre épisode de B is for Build. Cet épisode est une continuation de notre voyage de 9 jours pour démarrer ce moteur Texas Speed. Et dans cet épisode, le moteur démarre mais pas sans quelques problèmes avant et après. J'espère que vous apprécierez, restez à l'écoute. Nous avons eu des difficultés avec le logiciel, mais nous y sommes parvenus en branchant une prise au bon endroit. Tout est en cours de lecture. Notre carte de base, construite par les gars de Haltech, est configurée sur le moteur. Il est temps de commencer, mais avant d'allumer les pompes à carburant, nous allons donner quelques tours de démarreur. Cela va faire tourner notre pompe à huile, assurant une pression d'huile suffisante et son alimentation vers les turbos et autres composants. Avant de mettre cela en marche, nous allons le faire. Une fois en marche, nous devons la faire fonctionner jusqu'à ce qu'elle atteigne sa température maximale. Et nous devons varier le régime moteur pour éviter tout point mort. Sur l'arbre à cam, c'est donc une course technique et ce que nous ne voulons vraiment pas faire, c'est de le faire fonctionner un peu puis de l'éteindre, ce serait mauvais. Alors commençons par vérifier la pression de l'huile. La dernière fois, nous avons eu des problèmes de démarrage et de puissance insuffisante. Nous avons ajouté des sangles de mise à la terre pour réussir. Actuellement, notre câble d'alimentation chauffe beaucoup, probablement à cause d'une mauvaise cosse au niveau du démarreur. Nous allons installer une cosse plus résistante et réessayer. D'accord, nos plans ont été un peu contrecarrés. Hier soir, une fois de plus, par un manque de puissance de démarrage, donc nous avons un certain type de problème. Le problème peut être dû à une alimentation insuffisante, un câble d'alimentation de calibre trop faible, ou un problème de mise à la terre et de sangles de mise à la terre. Donc je vais faire quelques tests avec un ensemble de câbles de démarrage, nous allons trouver une solution. Je vais mettre en œuvre cette solution pour résoudre le problème. Nous l'avons démarré hier soir et avons obtenu une pression d'huile. Une fois que j'aurai compris et rendu cohérent ce truc, nous serons prêts à partir et à le démarrer. D'accord, les gars? Donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons amélioré le système de câblage qui va tout le long en dessous et qui revient au démarreur. Nous avons ajouté ce fusible en ligne que beaucoup d'entre vous ont commenté et que vous vouliez voir dans le boîtier de distribution avant. Un fusible de 175 ampères devrait suffire et ensuite cela revient à notre démarreur et nous avons testé son démarrage, c'est vraiment bien. Donc, prochaine étape, nous sommes prêts à démarrer cette voiture. Nous allons faire fonctionner notre système de carburant. Assurez-vous que le système de carburant est amorcé, c'est l'heure de l'allumage. Je suis tellement nerveux. Tellement nerveux. Ok les gars, on va démarrer ça pour la première fois. C'est le plus stressant. Je crois que j'ai jamais été sur une aussi belle construction. Nous allons découvrir à quel point c'est bruyant. Ouais, allons-y. D'accord, allons-y. Intéressant. Il n'a pas essayé. Nous allons tester notre étincelle, retirer le carburant et retester l'étincelle. Ouais, retirer le carburant. D'accord, je suis moins nerveux maintenant. D'accord les gars, nous avons pas mal dépanné. Nous avons de l'étincelle et du carburant, mais notre timing est décalé et nous avons des difficultés avec notre configuration initiale.
Grâce au parrainage de Haltech, l'un de leurs meilleurs techniciens va se connecter à distance à notre ordinateur pour examiner la carte de base qu'ils nous ont fournie. Il vérifiera que tout est logique et correct, nous permettant ainsi de régler notre timing pour que le moteur démarre. Grâce à Haltech, nous avons diagnostiqué un gros problème. Trop de résistance entre le démarreur et la négative de la batterie. Cela peut être dû à des soudures par point dans la batterie près de la masse, des sangles de mise à la terre défectueuses ou d'autres causes. Nous allons améliorer tout cela et vous tiendrons informés. Nous sommes en appel avec Haltech, avons réglé beaucoup de choses, ajouté des sangles de mise à la terre, réduit la résistance. Nous allons essayer de démarrer pour la première fois. Fermé, tout bon, il semble que ça va marcher. Nous allons y arriver. Oh, attendez, nous avons quelques DTCC. Nous sommes proches, c'est excitant, ça sent le succès. Oh, je pense que nous avons besoin d'un peu de gaz. Avance et laisse sortir le produit. C'était juste, nous sommes riches. Alors... Je ne sais pas combien vous en avez entendu, ni combien je vais éditer, mais ça fonctionnait. Cependant, le timing semble vraiment décalé. Nous devons donc trouver une mesure précise de notre timing et le point mort haut. À partir du moteur, nous pouvons marquer le vilebrequin, puis utiliser la lampe de calage. Une fois notre timing réglé dans l'unité de contrôle électronique, il devrait fonctionner bien mieux. Nous nous rapprochons beaucoup, mais avons encore un peu de travail à faire. Nous devons aller acheter des outils, car nous n'avons rien. Je reviens tout de suite. Nous sommes de retour du magasin. Voici comment trouver le point mort haut. Je vais faire ça rapidement. Le point mort haut correspond à la position la plus élevée du piston. Il sert de référence pour mesurer la synchronisation. La synchronisation de votre moteur déterminera comment l'étincelle sera produite. Pour optimiser la puissance, il faut produire l'étincelle au bon moment afin que le carburant s'enflamme correctement, c'est-à-dire quand le piston est complètement levé. La façon la plus simple est de retirer une bougie et d'utiliser un outil. Faute d'avoir pu l'acheter, et avec le calendrier serré du Specialty Equipment Market Association, il existe des méthodes de bricolage utilisant une tige de soudure pour sentir quand elle se lève. Lorsqu'elle est au maximum, nous effectuerons cela, puis le noterons sur le vilebrequin. Quand nous avons le point mort haut, il n'y a aucun moyen que cette lampe de calage ne va pas. Nous allons devoir utiliser la lampe de calage depuis le dessous aussi. Tout est si serré ici que nous allons devoir faire environ la moitié de ce projet. Depuis le dessous, donc, je vais sous la voiture. Oscar entre sur le côté, nous allons finir ça. Après avoir vérifié le timing qui s'est avéré correct, nous allons maintenant ajuster le carburant en réduisant légèrement la quantité pour voir si cela améliore la situation. Oui, il fonctionne avec un décalage d'environ 5 degrés. Absolument horrible à regarder, d'accord? Les gars, nous avons trouvé notre problème. Avec l'aide de Haltech, ils ont souligné notre erreur. Notre erreur que nous ne connaissions pas, alors nous passions d'un harnais de 3e génération, parce qu'à l'origine, quand nous avons construit cela,
Haltech nous a envoyé ce harnais pour la construction planifiée de notre moteur. Nous prévoyions en fait d'avoir un bloc de troisième génération. Ils nous ont donné un harnais de capteur de cam de troisième génération, essentiellement configuré lorsque vous passez à la quatrième génération. Cela change réellement les choses, donc nous devons recabler un peu le nôtre. Nous pensons que nous devons échanger ces deux fils à l'extérieur et ensuite, l'ordinateur commencera à comprendre beaucoup plus de choses car c'est un capteur très important. Donc nous allons échanger ces fils et croiser les doigts. Ce démarrage n'était pas sans drame et nous avons encore beaucoup de carburant dont nous ne sommes pas sûrs si ce problème se résoudra de lui-même ou non, mais c'est un pas dans la bonne direction. Le capteur de cam a été réparé et vérifié avec succès. Le logiciel l'a détecté. Nous sommes donc en bonne position pour tenter le premier démarrage. Un problème de suralimentation en carburant pourrait persister, mais nous serons bien plus près du but. Nous verrons bien comment cela se déroule. D'accord, tout est prêt, allons-y. Regarde cet homme. Il fonctionnait très bien. J'ai essayé de donner un peu de gaz pour augmenter le régime et je l'ai complètement tué. Ouais, comme la seconde où j'ai vraiment commencé à taper dessus, il est juste mort, d'accord. C'est tellement cool. Ouais, oh ouais. Ça a l'air bien jusqu'à la fin. Ouais. Mec, on a du carburant sur l'objectif de la caméra. On a projeté du carburant jusqu'ici. D'accord, c'est l'heure de roder le moteur. Ce que vous venez de voir là était notre premier cycle de la période de rodage. Donc, vous chauffez le moteur, vous le montez à, vous savez, entre 2000, 3000 et 1500 tours par minute. Et vous savez, rester dans une plage variable. Et vous amenez le moteur à température, puis vous le ramenez à la baisse. Notre système de refroidissement fonctionne et abaisse la température. Tous nos radiateurs à l'avant ont la même température, bien que chaud, donc le refroidissement se fait de manière très uniforme à travers tous les radiateurs. Aussi, donc, c'est une sensation vraiment très bonne. Donc c'est notre premier, nous devons faire cela 3 fois. Et puis, la chose intéressante, c'est que Texas Speed dit qu'après avoir fait cela 3 fois, ils disent de mettre de la puissance dans cette chose, de la mettre sur le banc d'essai, de la briser durement et de mettre beaucoup de chevaux vapeur. Et cela habituera le moteur à faire cela pour le reste de sa vie. C'est essentiellement ce qu'ils ont dit. Roder un chien en trottinant en ville le rendrait faible, d'après eux. Et si vous le rodez de manière hardcore, ce sera un moteur hardcore. Donc nous devons le mettre sur un banc d'essai avant le CIMA, ce qui est une priorité absolue pour nous en ce moment. Je voulais fonctionner comme CIMA, mais c'est difficile en ce moment. Nous manquons de connaissances. Un grand merci à Rick de Haltech d'être resté avec nous très tard. Il devait être minuit un vendredi soir. Il était là pour nous aider, c'était cool. Il a fait des choses magiques que nous n'aurions pas pu faire. J'utilise ses connaissances en réglage pour pouvoir faire chauffer ce mauvais garçon. Le moteur a refroidi. Nous passons au deuxième cycle de chauffe. C'est parti. Je ne sais pas.
Salut les gars, je suis de retour pour le jour suivant. C'est juste moi dans l'atelier aujourd'hui pour le dernier jour de rodage. Laissez-moi juste dire que la nuit dernière était un peu douce amère, donc c'était vraiment génial que nous ayons réussi à faire fonctionner le moteur. Il sonne bien. Il fonctionne vraiment bien, mais il y a quelques problèmes. Donc, c'est comme des hauts et des bas, n'est-ce pas? D'abord, j'étais vraiment très nerveux, puis il nous a fallu une éternité pour le démarrer à cause du problème de capteur, puis nous avons réussi à le démarrer et il a fonctionné. J'étais vraiment très excité, puis j'ai réalisé certains des problèmes massifs que nous avons et aujourd'hui a été un peu bas. Je vais accélérer et parler vite. Aujourd'hui, c'est 20 jours avant SEMA si tout s'était bien déroulé. Nous étions sur la bonne voie pour avoir 3 semaines très chargées avant le Specialty Equipment Market Association, mais cela ne s'est pas produit. Les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Le moteur a très bien fonctionné. Nous avons fait une erreur, je suis vraiment frustré et c'est presque entièrement de ma faute. Quand nous faisions le rodage hier, le moteur montait jusqu'à, vous savez, à son plus haut environ 3000 tours par minute et redescendait à 1500, comme les gars de Texas Speed nous l'ont dit, et alors que nous étions même dans la plage des 2000, ces collecteurs d'échappement devenaient rougeoyants. C'est sans boost, donc ce n'est même pas sous une charge sérieuse. Et c'est parce que les parois sont si minces maintenant, si vous avez suivi tout le processus de construction, vous savez que nous avons eu beaucoup de faux pas autour de nos collecteurs d'échappement, et nous avons commencé dans un mauvais endroit qui était de ma faute. J'essayais juste d'obtenir des choses que nous pourrions avoir le lendemain, en ligne et puis les découper et les utiliser. Et l'épaisseur de la paroi était beaucoup trop mince dessus. Ça devient un peu long. Donc je m'excuse les gars, nous allons faire tourner cette chose un peu plus tard, mais je dois sortir ça. D'accord, donc vous avez probablement vu l'échappement qui oscillait beaucoup pendant que nous accélérions. C'est parce que nous n'avons pas encore installé nos supports d'échappement. Donc une fois que nous les aurons installés, cela atténuera un peu l'oscillation, ce qui aidera ces collecteurs d'échappement à ne pas vouloir se casser. Mais le poids que nous avons du turbocompresseur et des tuyaux d'échappement qui en pendent sur ce collecteur d'échappement, s'il devient trop chaud, il se cassera simplement parce que nous ne pouvons pas avoir quelque chose sur le dessus des turbos pour les soutenir comme pour enlever le poids des turbos. Et nous ne pouvons pas le soutenir par en dessous sur le bas du moteur à cause de la façon dont ils sont placés non plus. Donc vraiment, ce que cela revient à dire, c'est que le métal des collecteurs d'échappement est juste trop mince maintenant. Au départ, nous pensions que ce ne serait pas un gros problème, car je croyais qu'on pourrait simplement conduire cette chose assez facilement et modérément avant le SEMA, et que si elle se cassait, ce n'était pas grave. Nous réparerions et améliorerions le métal mince comme mentionné dans vos commentaires. Dès leur lecture, nous avons réalisé notre erreur. Notre méthodologie chez BS for Build est de construire, casser, puis réparer si besoin, tant que la sécurité n'est pas en jeu. Nous pourrions facilement le réparer avec les soudeurs de l'atelier. Cependant, après discussion avec Texas Speed, j'ai appris qu'après le rodage, nous devons faire tourner la voiture à plein régime. J'en ai parlé plus tôt dans l'épisode, donc ensuite il faut sortir de Specialty Equipment Market Association pour aller à Specialty Equipment Market Association Ignited, une fête de ralenti d'1 heure et demie. Je veux conduire cette voiture à la maison depuis Specialty Equipment Market Association et faire quelques kilomètres d'autoroute, mais nous devons d'abord travailler sur le moteur. Nous avons moins de temps maintenant car nous devons aller au dyno. Et je ne pense pas que ces choses survivront au dyno. Donc pour être honnête avec vous les gars, et véridique, je suis assez déprimé aujourd'hui, je ne suis pas de très bonne humeur parce que je suis contrarié avec moi-même que nous n'avons pas résolu ce problème dès que nous l'avons découvert, mais aussi nous ne savions pas à quel point le problème allait être grand. Donc nous ne savions pas s'il fallait le résoudre immédiatement. Et puis nous avons aussi, j'ai fait beaucoup de recherches et de réflexions et parlé à différents fabricants et différentes choses sur la façon dont vous savez combien il serait difficile de résoudre ce problème et rien n'est vraiment ressorti où cela ne nous mettrait pas dans une situation aussi foutue comme nous le sommes maintenant. De toute façon, nous avons le même problème. C'est juste que nous sommes un peu plus près de SEMA, donc il y a moins de marge de manœuvre. Heureusement du côté positif. De cela, j'ai réussi à contacter et ce matin, ils sont les seules personnes que je connais vraiment. Ils pourraient nous sortir de ce pétrin parce qu'ils sont une si grande entreprise. Ils fabriquent tellement de collecteurs d'échappement qu'ils ont en fait le matériel en main qu'il faudrait pour reconstruire ceci à partir de matériel plus épais. Donc espérons que nous sauvera complètement si nous pouvons obtenir les matériaux qui nous rapprochent juste un peu plus de la possibilité de reconstruire ces choses à temps. Donc je ne pense pas que nous avons le temps. J'ai parlé avec Oscar, il ne pense pas que nous avons le temps, mais nous n'avons pas vraiment beaucoup d'options. Donc nous savons tous les deux, hey, il n'y a pas de temps pour faire ça, mais nous devons faire ça. Bienvenue à BS pour Build.
Je vous laisse vous tenir au courant de la construction. C'est drôle, hein? Plus tôt dans cet épisode, j'ai mentionné, vous savez, comme les choses deviennent nerveuses et vous voulez ralentir, car vous craignez ce qui se trouve de l'autre côté de la colline, n'est-ce pas? Bonne nouvelle! Le moteur n'est pas cassé! Le rodage s'est très bien déroulé et nous avons retiré le frein de rodage. Donc ça se passe bien. Et oui, nous avons trouvé quelques pièces qui posent problème, mais nous trouverons un moyen de les réparer. Le dernier problème que nous avons, si vous êtes toujours là, merci. Le dernier problème que nous avons est que notre système de refroidissement débordait et il semblait qu'il débordait à 220 degrés. Il ne devrait pas faire cela parce que si vous avez de la pression sur le système, l'eau ne devrait pas bouillir à 220. Nous utilisons simplement de l'eau pure parce que vous savez, nous ne voulons pas nuire aux animaux qui vivent ici ou quoi que ce soit du genre. Pour l'instant, juste de l'eau pure avec la bonne pression, sans bouillir. J'achète un kit de test de pression en ce moment. Nous allons donc installer cela sur notre radiateur maintenant, tester nos pressions et vérifier que nos bouchons mettent le système sous pression à la bonne vessie, puis continuer à dépanner à partir de là. Dès que je l'aurai, je vais l'installer et nous devons vérifier que le système peut rester suffisamment pressurisé, car si nous maintenons la pression à l'intérieur, l'eau ne bouillira pas. C'est juste de la science. Donc nous devons déterminer où nous perdons de la pression, comment cela se produit, etc., etc. J'ai vérifié le système de refroidissement de bout en bout. J'ai testé la pression des deux côtés. Tout va bien là-bas. J'ai vérifié notre ligne de retour du kit des vents de vapeur. Tout va bien là-bas aussi. La science dit que cela ne devrait pas déborder à nouveau. Nous démarrons notre troisième cycle de chauffe. Croisons les doigts et allons-y. Le dernier cycle de chauffe s'est mieux déroulé. Les collecteurs d'échappement posent toujours problème, mais le système de refroidissement a fonctionné comme prévu. Ceux qui ont écouté en cours de science savent que plus le liquide de refroidissement est sous pression, plus il doit chauffer pour bouillir. Sous une pression de 3 bars, il devrait déborder à environ 224 degrés Celsius. Ce qu'il a fait précisément à 224 car c'est simplement de l'eau brute. Une fois que nous aurons ajouté un mouillant pour l'eau ou un antigel, la température qu'il pourra supporter augmentera significativement. Les moteurs LS apprécient des températures légèrement plus élevées. Donc 230 à 240 degrés Celsius n'est pas alarmant. Pour un LS, vous ne voulez pas le faire fonctionner longtemps, mais c'est possible. Ensuite, nous avons testé les ventilateurs Mishimoto sur notre système de refroidissement. Nous voulons repeindre tous nos radiateurs avant de les installer, donc nous avons fait ce test. Le système de refroidissement a vraiment très bien fonctionné, c'est une excellente nouvelle. D'accord, à plus tard les gars. Au revoir.